Bonjour Adil, Bonjour on a eu Emmanuel. le plaisir d'échanger ensemble sur les cercles de la GFI. Vous nous avez fait part de l'intérêt de la gestion flexible aujourd'hui qui représente un alpha du gérant, qui met en avant l'alpha du gérant. Est-ce que pour vous, c'est la revanche 2021 et 2022, c'est la revanche du gérant, gestion flexible, gestion active par rapport à 2018? Merci Emmanuel. Effectivement, pour nous, c'est le début de la revanche de la gestion active par rapport à la gestion passive finalement après on va dire, la déroute de 2018. La raison est assez simple. 2020, typiquement, on a eu un marché avec ce qu'on appelle donc du bêta. Tout le marché montait, pas besoin d'être sélectif, suffisait d'acheter, de financer des entreprises, les spreads de crédit se resserraient, les actions montaient. Début 2020, avec le début d'annonce de tapering côté US, la fin, on l'espère, mais en tout cas c'est quelque chose qui commence à être pricé dans le marché de la crise sanitaire, le marché devient de plus en plus sélectif. Et là, ça devient impératif finalement d'être un stock picker ou un bond picker, de sélectionner des titres, des obligations pour justement essayer d'être contre le marché, contre la gestion passive et générer justement l'alpha du gérant. Tout ça évidemment dans une approche globale pour bien appréhender les choses. Et c'est d'autant plus vrai sur le marché du crédit, où si on veut du rendement, il faut aller dans des notations de crédit qui sont assez basses. Et là, je pense que vous serez d'accord Emmanuel, mais si on achète du triple C ou du single B sur le marché du high yield typiquement, on a besoin quand même de bien comprendre la société, d'avoir une prédictibilité de ses cash flows pour pouvoir éviter des chocs exogènes. D'accord, Voilà. donc pour vous, c'est plus uniquement le choix des bons secteurs et des bonnes zones géographiques, c'est à l'intérieur de ces choix, de ces secteurs et de ces zones, d'être capable de pouvoir analyser de façon active les supports sur lesquels vous investissez. Et donc là, c'est tout le rôle d'un vrai gérant, c'est ce qu'on attend d'un gérant aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire que mon approche est la suivante. On a évidemment, c'est assez classique ce que je vais dire, mais on a l'approche top-down pour essayer de voir un peu la picture, la prévision finalement qu'on a sur les marchés financiers, sur les classes d'actifs, sur les géographies. Ensuite, il y a le bottom-up. Le top-down est très important. C'est le fameux bêta qu'on a, après on l'alloue selon différentes techniques quantitatives, mais le bottom-up est d'autant plus important aujourd'hui parce que ce bêta est moins lisible forcément et surtout dans un horizon, on va dire court terme et potentiellement volatile. Donc effectivement, moi je suis convaincu que le côté actif de nos gestions sera un élément différenciant et nous permettra de nous positionner par rapport à la gestion passive. Et vous voyez déjà ce retour positif de la part des investisseurs? Est-ce que déjà ils ont conscience de ce changement, en fait, de ce retour de la vraie gestion active, qui peut aussi intégrer d'ailleurs une part de gestion passive? Alors, on commence effectivement à avoir des retours des investisseurs, qui soient institutionnels ou conseillers en gestion de patrimoine également, qui sont notre cible de clientèle. On commence à avoir ce retour. Après, on va dire 2020, encore une fois, une année assez particulière. 2021, depuis l'été, des marchés qui sont beaucoup plus volatiles, mais dans les secteurs, dans les indices finalement crédits également, une forte dispersion. Une dispersion qui évolue de façon exponentielle. Donc, les investisseurs sont sensibles à ça. Donc, ils commencent à comprendre finalement l'intérêt de l'alpha et de l'alpha d'analyse un petit peu bottom-up couplé à du top-down pour justement pouvoir générer une performance qui soit soutenable. Donc ça, c'est vital. Avec une petite dose de quantitatif aussi, c'est important. Et à ce titre, Emmanuel, moi j'avais une question pour vous. Le quantitatif, nous on y croit. On aime aider nos investisseurs sur ce volet-là également. J'ai cru comprendre que vous étiez assez précurseur dans l'allocation du risque pour vos clients, notamment sous un volet dynamique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors effectivement, nous on a des clients qui attachent énormément d'importance à la maîtrise du risque, mais ils attendent de nous en termes d'accompagnement un accompagnement global sur leur portefeuille. Donc sélectionner le gérant qui leur convient, mais par rapport à l'ensemble de leur classe d'actifs et de leur support d'investissement. Donc pour ça, on a mis en place, bien sûr, on est très proche des gérants, on les questionne, on les interviewe très régulièrement et on analyse vraiment l'intégralité des portefeuilles ligne à ligne pour bien comprendre quels sont les moteurs de performance et éventuellement les zones de risque. Mais on a mis en place un outil qui est extrêmement visuel pour nos clients, qui est assez simple dans l'idée, mais qui est vraiment sur mesure pour chaque client. C'est une frontière efficiente. Donc cette frontière efficiente, en fait, elle prend en compte ses propres contraintes, ses objectifs,
et éventuellement les risques qu'il souhaite mettre en avant. Donc l'idée, c'est en fait de pouvoir lui montrer quels seront les impacts sur sa frontière efficiente, est-ce qu'il se rapproche ou est-ce qu'il s'éloigne, à chaque fois qu'on va lui proposer un arbitrage. Et cet arbitrage, il est fait de façon, on va dire, séparée ou globale? Non, c'est global, c'est au fil de l'eau, puisque l'intérêt, c'est justement de voir quelles sont les corrélations entre les actifs et si l'arbitrage présente du sens ou si au contraire, il annule déjà une position qui était intéressante. Donc c'est vraiment dans la partie, je dirais, globale, et ça lui permet d'avoir un visuel concret sur ce que peut donner son portefeuille. Évidemment, c'est toute chose égale par ailleurs, mais on peut aussi intégrer quand même des scénarios macroéconomiques. Donc ça lui permet d'avoir un genre de stress test et de simulation en direct avec des impacts réels sur son portefeuille. Très bien. Et sur une autre question pour vous, Emmanuel, sur le volet justement investissement socialement responsable, sur le volet ESG, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est intégré par vos clients, qui est important à côté de la performance financière? Oui, alors d'abord les institutionnels ont depuis assez longtemps une obligation d'investir sur ce type de produit. Il est vrai qu'au départ, c'était plus à titre réglementaire, on va dire. Maintenant, l'offre a déjà énormément évolué. L'impact que l'on peut tous avoir sur le climat, sur notre environnement, a été intégré aussi par chaque investisseur. Et c'est devenu effectivement un des critères qui est regardé de façon extrêmement régulière et qui le sera sans doute de plus en plus, à condition évidemment que la performance soit au rendez-vous. Mais pour l'instant, je dois dire qu'on a été assez agréablement surpris par des produits qui se comportaient bien, qui étaient peu volatiles, qui étaient résilients et qui correspondaient complètement aux objectifs de nos clients. Donc ce n'est pas le critère de choix, mais c'est un critère qui devient de plus important. Pas forcément sur des critères d'exclusion non plus. Ouais. Donc on n'est pas forcément sur des labels qui prennent en compte uniquement l'exclusion, mais plutôt la progression des sociétés, leur connaissance de l'environnement, comment est-ce qu'ils intègrent l'avenir, et plutôt sur une démarche positive que punitive, on va dire. Voilà. On est totalement en phase sur ce point, effectivement, parce que le côté prédictif sur l'aspect extra-financier est également un élément central sur nous. Dernière question, est-ce que vous prenez en compte les controverses quand vous travaillez sur l'ESG? Alors, effectivement, sur le volet ESG, on a deux aspects. Les controverses, évidemment, sont prises en compte. Donc, on a une exclusion de tout ce qui est, par exemple, sociétés qui financent l'armement, les mines antipersonnelles, etc., ce type de choses, même sur le tabac, sur l'alcool. Voilà, il y a une exclusion qui est systématique. Ensuite, on a une logique proactive et prédictive sur l'aspect extra-financier où nous sommes convaincus que aider les entreprises finalement à améliorer les aspects ESG en finançant des entreprises justement qui ne sont pas forcément à des niveaux de score très significatifs, ça va créer de la performance financière et un cercle vertueux extra-financier, financier, ensuite financier vers l'extra-financier peut s'opérer. Et là, il y a de la performance pour tout le monde sur les deux volets, financier et extra-financier. Très bien. Merci beaucoup pour vos explications, Aline. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci.